Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Me Takeover à Hometown, un moment de talk et de DJ set proposé par le trio Macadam, Hometown et la web radio Call Me. Je suis Emmanuel, responsable communication Macadam et aka David. Et je vais vous présenter une session un petit peu spéciale intitulée La place des femmes sur la scène électronique, de musique électronique, qui s'inscrit dans le sillage de l'exposition de Benoît Sylla, elle-même intitulée Parce qu'on ne dit pas DJ, et tout ce temps sera suivi d'un open platine en mixité choisie. Voilà. Et nous accueillons ce soir les DJ Naomi et Fuega. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce moment de talk. Je vous souhaiterais juste commencer par rappeler 2-3 petits chiffres, histoire de faire un état des lieux actuel. En partant du rapport FACT, qui est un rapport qui est mené par Female Pressure, une association internationale qui a été créée par Electric Indigo en 1998, qui voulait faire justement un peu un état de ce qui se passait en termes de programmation des artistes femmes, personnes non binaires et trans sur les scènes et musique électronique. Et en 2012, le rapport faisait un peu, justement un triste constat, c'était qu'on avait à peu près 9% de personnes, de femmes qui étaient programmées et un pourcentage absolument infime de personnes trans et non binaires, donc ce qui était un chiffre relativement catastrophique. Aujourd'hui, notamment grâce à ce genre de rapport, en fait, les choses ont un peu changé, et puis suite à pas mal d'autres actions évidemment, mais aujourd'hui, entre 2022 et 2023, le rapport faisait un état plutôt de 29%, donc on a quasiment 30%. Donc c'est une progression notable et substantielle, ce qui est une excellente chose, mais on est quand même très très loin de la parité. Les personnes non binaires et trans sont encore, et de minorités de manière générale sont assez peu représentées. Donc on voulait vous proposer un moment de discussion autour de ces 20% qui nous manquent encore largement, et se demander est-ce qu'il va falloir encore attendre 10 ans pour atteindre cette parité, ou est-ce que les choses peuvent bouger un petit peu plus vite. Alors je vais prendre mes petites questions. Je voulais me tourner vers vous déjà pour vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît. Eh bien, ok. Alors, je commence. Je m'appelle Manon. Mon blast, c'est Naomi. Je mixe. Voilà, je suis DJ en grosse partie. J'étais chanteuse avant. Et j'ai fait des études de pâtisserie aussi auparavant. Voilà. Et ça apparaît sans importance pour l'instant, mais peut-être qu'on l'abordera pour des questions justement de parité et de milieu pas toujours pas sexiste, quoi. Voilà, je mixe depuis 5-6 ans, et j'en fais j'ai le statut d'intermittente du spectacle, donc j'en fais mon métier en gros. Voilà, je suis dans différents collectifs, Fast et Furieuse et Air de Repos, avec lesquels on organise des soirées et où on mixe. Tout dépend de ce qu'on veut faire, et on essaie on a la volonté en tout cas de programmer majoritairement des personnes minorisées. Et moi je m'appelle Aileen, et mon blast c'est Fuega. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Santa Muerte, et je sais pas, et ça fait pas aussi longtemps que je mixe, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Mais avant, ça fait, on dirait, 5-6 ans que j'ai fait la production aussi. Et que je performe de musique en live, et de ma création plutôt. Et je sais pas quoi dire. On a eu le plaisir de t'accueillir à Macadam samedi dernier. Oui, c'était super. Ça fait l'ouverture de la soirée de samedi. Donc, oui, c'était super. Mais précisément, je pense que l'idée du mon collectif aussi, pour ramener un peu ça, c'était de trouver une place aussi, parce que précisément on ne trouvait pas la place, et on s'est dit peut-être à deux, ça serait plus facile de se faire une place dans les médias. Okay. Donc je pense que ça va bien caler avec la discussion.
Parfait. Moi, je voulais vous demander un peu, voilà, arrivé donc après ce fameux rapport, comment dire, qui nous révèle des chiffres assez encourageants, mais qui ne sont toujours pas assez. Je voulais vous demander un peu quel était votre ressenti. Est-ce que, en tant que jeune femme vivant à l'ère, mais évoluant sur la scène électronique, durant l'ère post-MeToo, est-ce que vous sentez, on va dire des facilités ou simplement, justement, est-ce que c'est simple tout simplement d'accéder aux platines, à la programmation, ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore des freins, manifestes, évidents Est-ce que là, votre identité de femme, en fait, vous empêche encore aujourd'hui? Et alors, je pense que ça a été plus compliqué avant. J'avoue que j'ai pas d'énormes difficultés par exemple, à vivre de ça, à avoir des cachets en tant que DJ. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu la carapace qui s'est formée en mode ok, bon, faut y aller, faut pas se décourager. Il y a eu des encouragements au début qui ont permis de prendre confiance, des sphères dans lesquelles je me sentais bien et pas, pas trop en danger. Pour acquérir une certaine confiance, pour après démarcher ou m'entourer d'une structure ou de personnes qui font les démarches pour me programmer. Je sais que j'ai la chance d'être accompagnée par une structure de production qui gère un petit peu tout ça. Ce qui fait que je suis moins confrontée au démarchage direct. Et ah ouais, ouais, t'es une fille et tu mixes. Ou des choses qu'on peut entendre. Je vais plus avoir des soucis parfois avec le public et le regard du public parce que je suis une femme et voilà. Et que j'ai une jupe et pas de collant ou des trucs un peu nuls comme ça, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'ici, c'est un peu... Je dirais que c'est pas plus facile, mais je pense qu'il y a un peu plus de conscience. Et qu'il y a plus de femmes qui travaillent en la production et l'organisation aussi. Parce que je pense que c'est pas seulement que les espaces t'appellent ou t'invitent à faire des choses, mais c'est des autres femmes qui aussi prennent les relais de dire on va inviter des femmes à mixer, on va inviter des femmes à performer et pas que des mecs. Mais très très souvent, c'est des femmes qui sont arrivées à se mettre dans les médias de la production et de la gestion, etc., qui c'est les types de personnes qui te contactent, qui t'invitent. Et je pense que c'est un peu ce changement générationnel de que maintenant on voit à la tête des clubs et des espaces où on peut performer et on peut faire nos sets. On voit plus de femmes, ou plus de personnes queer, ou plus de personnes avec un peu plus d'ouverture de tête. Je pense que c'est plutôt les changements générationnels de ça qui permettent un peu avoir un peu la place. Mais au final, c'est pas que l'ambiance a changé, sinon que les personnes qui organisent, ils sont changées, à mon impression. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai la sensation que ça a l'air plus facile d'une certaine, par rapport à une autre époque qu'on m'a rapporté, parce que j'étais pas là, j'étais pas sur la scène, dans la scène plutôt, il y a 10 ans, où je sais qu'on me disait ouais c'était la bagarre, à l'époque je mixais plusieurs styles et on me disait bah c'est trop nul, tu mixes plusieurs styles, bah, ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on mixe, voilà. Et je pense que maintenant il y a un truc un peu plus chill avec le fait de mixer plusieurs styles, de mixer sur contrôleur, de mixer... Ça encore, il y a encore des soucis par rapport à ça, je pense. Mais c'est mieux. Mais comme tu dis, sûrement parce qu'il y a des personnes plus intéressées par rapport à la question de la mixité et tout ça. Ouais, donc c'est la constitution en fait, d'un milieu qui permet aujourd'hui d'évoluer de façon un petit peu plus safe. Et c'est intéressant ce que tu disais, le caractère un peu dogmatique qui change en fait au fur et à mesure aussi des nouveaux participantes à cette scène et qui évoluent. Donc c'est plutôt cool comme constat. Mais tu faisais quand même un petit constat aussi concernant les éventuelles réflexions. J'avais une question un peu bateau, mais on le sait en fait, que le sexisme ambiant il s'infiltre partout. Il y a des trucs, il y a des matérialisations qui sont évidentes et violentes, ultra frontales, mais il y a des choses parfois plus pernicieuses. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de plus politiquement correct qui s'est installé. Il y a des choses, la plupart des personnes qui étaient sexistes auparavant le sont peut-être encore toujours, mais font plus attention à comment ils
le signifie. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec quelque chose de, justement, de plus pernicieux qui justement peut vous invalider ou qui peut vous amener à éventuellement douter de vous ou voilà, la question de de pas forcément se prendre des baffes ultra sexistes, ultra violentes, mais en fait des trucs où vous savez que c'est dans une forme de fonctionnement presque systémique qui vous empêche. Est-ce que ça se matérialise d'une certaine façon? Est-ce que vous avez été confronté à ça? Et, j'ai un peu l'impression que, oui, il y a, on dirait, un effort un peu fictif de dire, ah oui, regarde comment on donne la place aux femmes et aux personnes queer, etc. Mais que ça ne se reflète pas avec des autres actions. Parce que c'est pas seulement nous inviter à faire des choses. Et si tu tiens au bar, dans l'équipe, des gens qui sont d'historial d'agression, etc., par exemple. C'est pas safe d'arriver dans un club où tu vas jouer que trois du mec de l'équipe ils sont déjà se fait accuser d'agression par exemple. Et ça c'est pas seulement on t'invite donc on doit pas faire des autres considérations des sécurités, des accueillements, etc. Et parce que évidemment comme la scène n'a pas changé vraiment, la scène a beaucoup de problèmes toujours. Et c'est pas seulement nous donner la place, et je pense qu'il n'y a pas ce type de considération parfois. Les types de considérations on se trouve dans une position de vulnérabilité parfois, il n'y a pas une équipe de sécurité qui va répondre, parce que c'est normalisé que voilà, mais les mecs ils sont pas ce type de problème, ils cherchent tout bien. Mais nous, on se trouve dans une place différente et on doit chercher des choses. On doit chercher des chants relus qui viennent te parler au bout. On doit chercher beaucoup de choses qui, aussi en même temps qu'on est en train de travailler, des assureurs qu'on a le droit d'être là. Et aussi s'enfronter à ce type de ces structures systémiques qui ne sont pas répondues. Donc c'est pas assez avec tu nous donnes la place. Ça, c'est les problèmes comme tu dis, de dire on a un quota à remplir, mais après, on fait aucune autre considération. Ouais, c'est vachement intéressant et puis ça fait parfaitement lien avec une de mes questions, c'est la question du token, la question du quota. Il y a évidemment aujourd'hui, il y a beaucoup de programmateurs, programmatrices et orgas qui en fait s'inquiètent sincèrement de ces enjeux, de ces sujets et voilà, qui programment au gré des talents et évidemment tout en étant conscient qu'il faut aussi s'intéresser à la question de la diversité et de ne pas avoir que des hommes blancs, cis, hétéros. Enfin bref, voilà, on connaît à peu près le nouveau programme idéal, mais pour autant, aujourd'hui, il y a aussi des organisateuristes et programmateuristes qui, en fait, vont programmer voilà, plutôt dans un sujet, dans une visée de tokening en disant bon bah là en fait il faut juste que je remplisse des cases à un moment, sinon je ne veux pas être taxé de rétrograde. Donc, et je me demandais est-ce que vous en tant qu'artiste vous avez déjà senti ce truc-là, parce que visiblement Fuega, c'était déjà été en confrontation, ça t'as déjà plus ou moins répondu un peu à mes questions, mais est-ce qu'il y a des choses un peu évidentes auxquelles vous avez été confrontés et est-ce que vous l'avez été régulièrement? J'ai un petit chose à ajouter et par rapport à ça au token et les gens qui t'appellent seulement pour le 8 mars. Oui. Et, ça vraiment dans mon cas les gens qui t'invitent parce que le 2 novembre c'est Dia de los Muertos et comme je suis latino-américaine évidemment on va t'inviter pour Dia de los Muertos ou pour la Pride, etc. C'est pas assez. Ça, c'est les problèmes. Ça, c'est les endroits que je trouve que c'est très token. Les endroits qui t'invitent, parce que, ah oui, c'est le 8 mars, donc évidemment qu'on doit avoir une femme. Oh, c'est la Pride, donc évidemment qu'on doit avoir une personne queer au platine. Et tu réponds comment à ça? Parce qu'en fait, il y a aussi un truc un peu ambivalent de peut-être vouloir répondre, parce qu'en fait, à un moment, il faut être dans la place et il faut pouvoir se montrer, et en même temps, tu es en train de répondre à un token, et donc. Bon, il y a une forme de dualité là-dedans, non? Je sais pas quand même parce que... c'est ça, faut vivre un moment, faut payer ses factures. Bah ouais, et puis en fait, ça reste super important d'être quand même là, quoi, de toute façon. Donc,
Je sais pas, toi, Nami, t'as déjà eu ce genre de galère? Sincèrement, ça m'est arrivé une fois où vraiment j'ai senti que les personnes n'avaient pas forcément écouté ce que j'avais fait. C'était ok, il y a 3 meufs qui mixent à Tours, vas-y, on les programme toutes les 3 sur les 2 jours de presta, on cherche des subventions. Enfin, bref, c'était juste pour un événement, pour faire des vidéos, pour avoir des sous, pour organiser plus gros l'année d'après. Et ouais, juste, je l'ai senti, mais après coup. Et bah c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou. Et en effet, bah en fait, faut être là. Bah du coup, vas-y, on prend les sous. En fait, c'est bon, je viens. Je suis là, je prends les sous. Par contre, attends pas de grands sourires. Et voilà, je ferai mon travail bien parce que je sais. J'arrive pas à ne pas m'appliquer quand je fais les choses. Mais bonjour et merci, au revoir, quoi. Ça fait. On y va avec le cœur un peu. Bon, c'est chiant, mais en même temps, c'est important de montrer, enfin, de représenter aussi, d'être là pour représenter les femmes, notamment. Et après, si on peut y aller à plusieurs, par exemple, pour prendre plus de sous et d'y aller en collectif, ben let's go, c'est encore mieux, au moins on passe un bon moment à deux, des trucs comme ça, quoi. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de, comment dire, vraiment d'adresser quelque chose à, comment dire, les personnes enfin, qui ont entre guillemets le pouvoir en fait systématiquement, parce qu'il y a quand même cette problématique, c'est qu'en fait il y a, en tant qu'artiste t'es encore une fois à une place comme je disais un peu ambivalente où faut rester souriant, gentil et tout ça, et en même temps il y a cette question politique qui intervient de bon ok en fait pourquoi est-ce que tu m'as programmé, est-ce que vous avez déjà eu des, comment dire, des confrontations en fait à ce genre de personnes où en fait non faut laisser glisser et puis et ça sera pour la prochaine et puis voilà il faut faire le cachet et puis, on avance quoi. Moi, j'hésite pas à faire des commentaires. Type, ah, mais la prochaine, tu peux m'inviter, pas pour une date précise. Hein. Et chaque fois, j'essaie de lancer des commentaires comme ça au programmateur, mais ça change rien, mais, mais je peux pas les garder. Ouais, c'est pas mal. Non, moi, j'ai vu que ça m'est arrivé vraiment une fois, il y a peut-être 3 ans de ça, je crois, ou 2 ans, je sais plus, en région centre. Je m'en rendais pas compte à l'époque, tu vois, de la nécessité de dire, de réagir en fait par rapport à ça. Voilà. Ouais, et puis faut-il encore en avoir les moyens et encore tu vois ce que je veux dire dans le sens où il y a des moments où en fait t'es juste pas en situation, en position de le faire et, ouais, et puis comme tu disais en plus si c'est à rebours. Ouais, c'est ça. Ouais. Après voilà, maintenant j'ai la chance, Manu, Clément et Robin qui gèrent du coup en grosse partie des dates pour moi, ils sont au courant justement de cette question de est-ce qu'il y a des personnes dites problématiques dans le lieu. Eh bien ils sont censés checker un petit peu ça avant de dire oui ou non, quoi. Ok, trop bien. Une autre grande question, moi je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus positif que uniquement discrimination, tokening et ce genre de choses. Est-ce que pendant le fait d'être une femme ou faire partie d'une population minorisée a teinté, coloré votre démarche artistique d'une manière ou d'une autre, enfin nécessairement comment dire, j'imagine que comment dire juste en temps n'importe qui, enfin je veux dire, on est teinté on teinte quelque chose au niveau de notre chemin artistique, mais est-ce que vous l'avez vraiment senti, est-ce que vous pourriez le désigner quelque part? Moi, je pense pas que mon genre et mon identité, non. Enfin, non. Okay. Enfin, au début, oui, mais parce que je jouais plus un rôle derrière les platines, un peu, j'aimais bien me pimper et tout ça, et en fait, j'ai vraiment réfléchi à tout ça ces dernières années, notamment en question d'identité de genre et d'apparence et tout ça, et de qui je suis par rapport à ce que je montre de moi, le rasage de tête, tout plein de questionnements par rapport à ça. Et je pense que c'est dissocié ça reste dissocié de ce que je joue, parce que ce que je veux jouer, ma direction artistique musicale, vient plutôt de mes émotions et de mon intérieur et de ce que je ressens, plus que ce que ça. Voilà. Ok, super. Et toi, Foga? Moi, si, ça me conditionne énormément. Okay. Et pour moi, je crois qu'il y a une chose très très forte dans la féminité, dans les genres, qui pour moi, ça me conditionne énormément les types d'artistes que je vais mixer. Et
j'ai beaucoup de préférences pour des artistes femmes, pour des producteurs femmes, pour des producteurs et productrices queer. Et c'est une chose qui déligne un peu ma DA aussi. Et aussi en tant que femme étrangère latino-américaine, les questions de la sexualisation et l'appropriation de ton identité sexuelle, pour moi, c'est un élément très important. Et je me souviens que j'ai regardé enfin un entretien aussi avec des DJ latinas en France qui parlaient précisément de l'idée de devenir un sujet sexuel et pas un objet sexuel. Et je pense que dans ce type d'appropriation, il y a une chose très fort de dire je peux être tout ça et aussi en même temps bien réussir mon taf et être professionnel, habillé comme j'ai envie de m'habiller. Ouais, ça me donne envie de rebondir parce que je trouve ça trop chouette et fascinant. Et en même temps, je sais qu'il m'est arrivé des mésaventures liées justement au fait d'être habillée et de bouger de manière sensuelle. C'est un truc qui me perturbe parce que je sens qu'on va me regarder et potentiellement me draguer ou des choses comme ça. Comment tu le vis, cette possibilité-là, du coup? Je me permets. S'il vous plaît, posez des questions. Moi, j'ai un peu l'impression de que même si je ne suis pas habillée sexy, les gens me vont draguer quand même. Hein. Oui. Donc, au moins, je fais comme j'ai envie de faire. Ouais. Et aussi, je trouve que pour moi, ça me donne des pouvoirs. Ouais. Avoir des talents, ça me donne des super pouvoirs pour moi. Vraiment, je me sens un héros. Et quand je suis habillée sexy, je sens que ça me permet de m'imposer. Et ça me donne de la force dans mon cas. Et la réalité, c'est que les fois que je n'étais pas habillée sexy ou rien, les gens, ils sont... putain, les mecs s'en fichent, tu vois. Et vraiment, peu importe comme tu es habillé, littéral, peu importe comme tu es habillé, et les gens, en général, ils vont pas trop te respecter de base. Donc, je pense que je préfère me sentir bien avec moi. Et dans mon cas, ça n'a pas changé. Ça pas fait trop la différence les fois que j'étais habillée sexy ou les fois que j'étais pas habillée sexy. Okay. Et après, les questions de la danse, aussi en tant que personne latina, les façons qu'on danse, c'est très sexualisé. Et je pense que précisément, j'adore faire des soirées entre copines parce que ça me permet vraiment de danser aussi sexy comme je veux. Et que c'est pas un sujet. Vraiment, pour moi, ça me libère de ouf. Mais parce que nos visions de la danse et nos perceptions de ce type de danse, c'est très différent de la perception européenne, française, blanche. Et je trouve que, je sais pas, moi j'ai appris à danser avec mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Donc pour moi, danser sexy, c'est pas boucher les fesses, c'est pas sexuel. Et c'est seulement, j'aime bien boucher les fesses parce que ça libère des stress. C'est parfait. Mais c'est vrai que j'allais rebondir là-dessus, parce que finalement, il y a beaucoup d'esthétique que vous traversez avec la Diabla, pardon, j'avais son prénom, mais plus son surnom, Camino, absolument. Des esthétiques qui ont quand même, le néo-perreo, ce genre de choses, qui, en fait, la sensualité, quand la danse, vraiment le cœur du sujet, même si la danse est un peu le cœur du sujet des esthétiques que vous traversez toutes les deux aussi, mais c'est peut-être d'autant plus vrai, avec le néo-perreo qui a l'air de beaucoup, mettre ça en devant, mais que je sais pas comment dire aujourd'hui, en fait, la scène est comment par rapport à ça? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? J'avoue que je connais assez peu cette scène-là. En Sud-Amérique? Ouais, typiquement autour des tout ce qui est néo-perreo, reggaeton. Ici en France, on voit plus de femmes qui font du néo-perreo, mais parce que néo-perreo, c'est pas seulement un genre de musique, c'est un concept de soirée aussi. Ah oui, ok. Mais c'est ce que vous défendez du coup avec la Diabla. Voilà, ok. C'est un type de soirée avec une perspective déjà féministe et queer. Donc c'est pas seulement un type de musique qu'on passe, c'est aussi une perspective, une façon de faire soirée. Mais par exemple en Latine-Amérique, je vois que les proportions femmes-hommes ne sont pas aussi paritaires non plus. Hein. On a aussi des problèmes. Mais on voit beaucoup plus des personnes queer dans ce type de scène.
Trop bien. Mais alors, du coup, pareil, très bonne transition pour la prochaine question. Mais j'allais vous demander, selon vous, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a des tas de choses, évidemment, on peut constater pas mal de lacunes, de failles à peu près partout, qu'il y a encore pas mal de taf malgré les grandes progressions voilà, que Facts nous révèle. C'est super, mais voilà, aujourd'hui, on vient d'en parler, vous avez déjà été confronté à pas mal de situations. Voilà, où il y avait du sexisme, potentiellement du racisme, ce genre de choses. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des idées, on va dire, qui pourraient permettre d'assainir la scène? Qu'est-ce que vous traversez, vous, comme expérience qui voilà, vous donne espoir, on va dire? Là, la question du collectif a l'air de beaucoup, comment dire, de drainer beaucoup de choses assez positives. Est-ce qu'il y a d'autres choses, selon vous? Continuer probablement les espaces en mixité choisie. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que ça reste nécessaire. Que des personnes conscientes soient en charge de programmation, par exemple. Et que certaines d'autres personnes partent à la retraite, des choses comme ça. Et ouais, en tout cas, placer des personnes conscientes à la programmation, pour ce qui est de ça. Après, enfin, le terme éducation n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais du coup, voilà, avoir une certaine éducation pour... moi, j'ai plus des soucis avec des publics qui manquaient je sais pas, j'ai pas le terme, j'ai discernement, mais je suis pas sûre que ce soit ça, mais de bienveillance et de respect. Donc ouais, l'éducation par rapport à eux-mêmes hein, surtout, tant dans leur consommation en général, que leur considération vis-à-vis des personnes qui mixent et des personnes tout court, quoi. Donc voilà, éducation et mise en place des bonnes personnes à la programmation. Voilà. Complètement d'accord avec ça, mais je veux ajouter aussi le fait que je trouve que c'est pas assez avec les espaces essayer d'être informés, de mettre un charte en place, d'être informé dans l'équipe de sécurité, etc. Mais aussi, je pense qu'une chose qu'on avait besoin, c'est un changement dans la culture du public, comme tu disais. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que c'est aussi que le public s'engage aussi à l'idée de protéger les espaces. Et parce que c'est pas assez avec avoir une équipe de sécurité pour garantir que tout ça va bien passer. Quand tu as des gens dans le public qui peut-être ils sont témoins des choses qui sont pas OK et que personne ne dit rien. Et vraiment, c'est pas assez, c'est pas seulement le travail des gens qui fait la prog, les espaces qui organisent, mais je pense que comme communauté, dans les côtés publics, on doit commencer à protéger nos espaces et à demander que tout le monde s'engage à protéger les espaces. Si on voit les personnes qui sont très défoncées, on les met à côté. On prend soin des personnes qui sont défoncées parce qu'on a tous des problèmes et parfois il y a des gens avec des problèmes de conso qui sont là en train de faire n'importe quoi, mais parce que personne vient de les dire arrête. Mais je pense que la scène, c'est pas une chose qui change d'un jour à l'autre, mais que ça demande un changement de la culture du public, dans les boîtes, dans les clubs, dans les bars. Et cette chose de prendre soin l'une de l'autre, comme si on était, parce qu'au final, on est ça, on est une communauté qui aime bien de s'amuser, de faire des choses sympas, et qu'on doit être conscient de notre responsabilité aussi. Et c'est pas l'étape de l'équipe de l'organisation, c'est pas l'étape de l'équipe de sécurité, de garantir que tout se bien passe, c'est aussi la responsabilité de tout le monde. Rendre le public plus engagé dans la fête et conscient de la fête, plus que consommateur simple. Responsabiliser le public, très bien. Je pense que c'est une excellente idée. Et donc rétablir la notion de milieu finalement. Est-ce que... alors dernière question qui va plus ou moins vous inspirer, vous me direz. Si vous pouviez vous adresser à quelqu'un justement aujourd'hui pour améliorer quelque chose sur l'état actuel du monde sur ce sujet, à qui est-ce que vous vous adresseriez et qu'est-ce que vous lui diriez? Ça peut être le public, hein. Par exemple.
aussi, ouais, le public et les mecs en général, ou les personnes en général, même, enfin, peu importe le genre, si vous voyez des comportements problématiques chez vos potes, dites-leur que c'est nul, quoi, que c'est problématique, et faites l'éducation aussi, enfin, genre, voilà, quoi. Enfin, offrez-leur des bouquins, en fait, je sais pas, ouais. Donc, ouais, au public, je sais pas, ouais. Je sais pas si c'était clair, ouais, ça, je vois des oui. Et moi, chez Dera, il ne vient pas me demander de mettre des morceaux quand je suis en train de faire un set. Et je sais pas si tu as des gens qui viennent te demander des choses quand tu es au milieu de ton set, au milieu d'une transition, là, ils viennent te demander de passer des tracks. Request, ouais. Mais moi, Madonna. Ouais, c'est grave. Okay. Et aussi, oui, c'est ça. Prendre soin l'une de l'autre et un peu de respect pour nos tafs et aussi que la fête, c'est pas une chose que nous on fait derrière les platines, c'est une chose qu'on fait ensemble. Ok, excellent mot de la fin. Je pense qu'on peut enchaîner sur un super B2B si ça vous dit. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. C'était super de vous avoir. Merci à toi. Merci.